tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui à présenter donc la question du mortier de chaux dans la peinture murale et pour cette province qui est la Gaule romaine. Alors, je suis parti d'un constat qui était un petit peu le constat à l'origine de ces journées, à savoir que ces dernières années, on a vu la multiplication de nombreuses études de mortiers de chaux antiques, à la fois des études pour des mortiers de chaux liés à la construction, mais aussi liés à la décoration. Pour la péninsule italique, mais aussi pour la Gaule et d'autres provinces romaines dont je ne parlerai pas ici. Mais ce qu'on remarque, c'est que la plupart de ces études sont menées un peu indépendamment et on a du mal, en fait, à vraiment avoir du recul sur les interprétations possibles des résultats. Parce que les analyses sont faites, mais il nous manque les référentiels, tous les standards qui nous permettent d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Et de fait, on a encore des difficultés à identifier ce qui, dans la composition du mortier, procède plus de tradition du monde antique, du choix du commanditaire ou de l'artisan au moment du chantier, d'une mode à une période donnée, ou des contraintes liées à l'approvisionnement en matières premières, par exemple. Donc je vais vous parler tout d'abord du matériau, avant de vous parler un peu plus de la Gaule romaine. Alors pour le matériau, je vais être très très rapide, puisque vous savez déjà tous à peu près ça. À savoir que le mortier de chaux est le mélange entre de la chaux et un granulat. C'est une roche reconstituée, mais c'est un matériau anthropique, c'est-à-dire préparé par l'homme. Donc on comprend mieux ce matériau lorsque l'on suit le cycle de la chaux, à savoir qu'on part d'une roche calcaire qui va être chauffée, on obtient un oxyde de calcium, la chaux-huile, ajout d'eau, donc chaux éteinte, qui va être mélangée au granulat lors du gâchage, et on obtient donc une roche reconstituée qui est un analogue des grès à ciment calcaire. Donc ce qui nous intéresse le plus, en fait, lorsqu'on étudie le mortier, enfin en tout cas actuellement, c'est le granulat. Alors il y a plusieurs sortes. Il y a tout d'abord les granulats inertes, à savoir les sables de carrière ou éventuellement de rivière, tout ce qui est marbre blanc broyé, ou sinon la charge organique, à savoir la paille, les poils animaux ou les charbons de bois comme ici. Et on a aussi toute la gamme des matériaux dits réactifs, à savoir la poudre violade, donc des cendres volcaniques, et le tuileau, tout ce qui est caoutchouc pesto, terracotta, etc. L'étude, nous on utilise beaucoup la pétrographie, mais là c'est pareil, c'est très très vite, puisque Johannes Weber va en parler aussi juste après moi. Donc c'est une technique qui utilise le microscope optique en transmission et qui est très intéressante parce qu'elle permet d'analyser le matériau très vite, à des coûts assez faibles, et on peut étudier beaucoup de matériaux assez vite. Alors on a tout un ensemble de données, de choses que l'on va regarder au niveau de la charge qui vont ensuite nous permettre d'identifier l'origine probable dans l'environnement géologique de toutes ces matières premières. Alors il y a bien évidemment bien d'autres techniques d'analyse. Juste pour vous les citer, on a la granulométrie, la diffraction des rayons X, la cathodoluminescence qui permet de voir aussi l'évolution des matériaux, le microscope électronique, etc., etc., ce qui, notamment en EDS, vous permet d'avoir des cartes de répartition des éléments chimiques. Mais bon, je passe. Ce qui nous intéresse surtout, en fait, lorsqu'on s'intéresse aux matériaux en tant que tels, c'est savoir un petit peu ce que pensaient les auteurs antiques de la technique du mortier et des matières premières. Alors, Vitruve, qui est l'auteur qui nous a laissé les plus d'informations dans ses livres de l'architecture, évoque les sables fossiles, c'est-à-dire les sables de carrière, et les décrit comme étant noirs, gris blanchâtre ou rouge. Ils crissent, c'est-à-dire ils font du bruit lorsqu'on les frotte dans la main. Ils ne laissent pas de traces sur une toile blanche et ils se désagrègent sous la brûlure du soleil, de la lune ou du gel pour devenir terreux. Donc ça, en fait, ça nous renvoie directement sur les sables volcaniques des carrières des environs de Rome, du Latium et de l'Étrurie, enfin toutes les régions que connaissait l'auteur. Donc une catégorie de sable qui est assez particulière parce que les sables volcaniques ne sont pas des sables qui vont se retrouver un peu partout autour de la Méditerranée ou dans le monde romain.
Autre chose assez intéressante, vous connaissez tous les prescriptions de Vitruve sur la préparation d'une peinture avec les 7 couches. Donc, il est clair que cette technique est une technique optimale et qui est réellement jamais employée, enfin très rarement vue, en tout cas pour la Gaule romaine. Donc, ce qui est clair, c'est que ce que nous dit Vitruve correspond plus à des préceptes qu'à de réels témoignages des pratiques de l'époque, que du coup il faut se méfier parce que lorsque l'on trouve du sable volcanique, il peut s'agir simplement d'un emploi d'un sable de carrière et non pas de pouzzolane, comme on le dit souvent. Et donc il faut faire attention au texte antique dès lors qu'on sort des régions fréquentées par les auteurs. Bien, donc on va passer maintenant à la Gaule romaine, et la première chose qu'il faut vraiment stipuler, c'est qu'il y a eu importation des techniques romaines en Gaule. On le voit de plusieurs façons. La première, c'est lorsque l'on se penche sur les enduits avant la conquête romaine, notamment dans le nord de la Gaule, assez loin des aires d'influence de Rome, on s'aperçoit qu'effectivement il existe des revêtements décoratifs, mais il s'agit à chaque fois d'enduits en mortier de terre, donc pas de chaux. Parfois on a plusieurs couches, et parfois effectivement on va avoir une fine couche blanche en surface qui correspond à de la chaux, mais c'est simplement pour l'aspect décoratif, en tant que pigment. Alors parfois on a effectivement des découvertes assez anciennes qui montrent que cette chaux était connue, notamment dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc ici à Pali, avec une fine couche. Est-ce qu'on voit? On ne voit pas tout. Non, en fait, on ne voit pas du tout. Bon. En fait, on a une fine couche en surface de cet enduit. Donc dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, on a l'utilisation de chaux. Pas mal. Merci. Super. Donc on a une fine couche de chaux. Donc cette technique était connue dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, mais voilà, on n'a jamais eu utilisation de chaux pour préparer du mortier pour les enduits. Néanmoins, au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc globalement au moment de la conquête, on a tout de même en Gaule, donc ici en Bourgogne, sur le mont Beuvray, à Bibracte, un oppidum qui va être fréquenté par César, notamment lors de la conquête des Gaules. On a des constructions et des modes de décoration qui sont vraiment très très proches de ce que l'on peut trouver sur la péninsule italique à ce moment-là. Et donc on sait que dès le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, on va avoir probablement la venue d'artisans issus directement de la péninsule italique, qui vont venir avec tout leur bagage et qui vont réaliser des enduits vraiment exceptionnels, de la même qualité que ce que l'on pourra retrouver à la même époque en Narbonnaise. Donc ici à Aix-en-Provence, où on peut trouver vraiment des enduits avec une charge assez importante en marbre blanc broyé, ici dans les couches de préparation et de finition, ou un substitut local qui correspond à un calcaire et de gros cristaux de calcite. Donc je parle d'importation de tradition et de technique. Alors en fait c'est tout un ensemble qui est importé. Donc là vous avez ce que j'appelle la chaîne technique du mortier de chaux. Alors pour ceux qui ont vraiment très très bonne vue, vous avez la version anglaise ici. Donc, en fait, cette chaîne technique vous permet de comprendre pourquoi on a telle ou telle composition du mortier. Et cette composition, en fait, elle découle de traditions. Au bout d'un moment, on a une technique qui est établie et on va généralement toujours utiliser cette technique-là. Et on a aussi un savoir-faire de l'artisan, savoir-faire qui va lui permettre de s'adapter à toutes les contraintes qu'il va rencontrer, qu'elles soient économiques ou liées à l'environnement géologique proche. Je vais y revenir. Donc, au moment où la Gaule est conquise, on a ces traditions, cette technique qui arrive déjà tout établie. Alors, ce n'est pas forcément toutes les traditions qui viennent, et on ne va pas forcément retrouver en Gaule toutes les traditions que l'on va retrouver en péninsule italique, puisqu'au bout d'un moment, on va aussi avoir des évolutions dissociées. Alors, deux exemples de choses qu'on va retrouver notamment à Pompéi, mais qu'on ne retrouvera pas en Gaule. Le premier, c'est l'utilisation de ce type de support avec
En couche de finition, ici, un mortier rose, donc une sorte de coach pesto très très fin, qui va recouvrir un mortier de chaux et de marbre blanc broyé. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se voit jamais en Gaule. Lorsqu'on a l'utilisation de marbre, on a c'est toujours la couche de finition, ou éventuellement on a simplement de la chaux par-dessus, mais on n'a jamais un coach pesto. Et sinon, autre chose, donc là c'est l'édifice de Macchia, en extérieur, et vous avez ces grands panneaux stuqués, mais pas forcément stuqués, on a aussi des grandes façades planes, notamment là, pour la partie basse. Et en fait, le support est riche en marbre blanc broyé, notamment pour la couche de finition, la Tonacino. Et en fait, cette utilisation de marbre blanc ne se retrouve jamais en extérieur, en façade extérieure, en Gaule romaine. Donc là, on a vraiment des techniques qui sont distinctes entre la péninsule et la province. Donc là, je vous ai parlé de la technique sans vous la montrer réellement. Donc la technique en Gaule romaine, eh ben la voilà. Elle est résumée dans cette diapositive. Elle tient dans cet échantillon. Vous avez en fait un support qui est relativement simple, à 2 ou 3 couches. Donc ici, vous en avez 3. Donc là, la première couche de préparation qui est réalisée dans un mortier assez frustre, qui contient pas mal d'argile. Ici, un mortier de meilleure qualité, un mortier de transition, avec un sable un peu plus pur, même si vous voyez qu'ici, il y a pas mal d'oxyde. Et une couche de finition, l'Intonaco, qui est toujours en mortier de meilleure qualité. Alors, c'est technique globale, mais bon, alors forcément, lorsque l'on se penche un peu plus sur la technique à travers toute la Gaule, on voit beaucoup plus de variétés. Je ne vais pas forcément détailler ce diagramme qui est très ancien, qui est très moche, mais en tout cas, il vous permet de voir que pour tout le Haut-Empire ici, vous avez des peintures de Normandie, ici des peintures de Bretagne, là de Picardie, de Bourgogne, ici ce sont les enduits d'Aix-en-Provence. Et en fait, ce que l'on voit surtout, c'est cela, c'est-à-dire que ce qui va se retrouver un peu partout et le plus souvent, c'est la technique la plus simple qui soit, à savoir 2 couches, une couche de préparation et une couche de finition, avec toujours une meilleure qualité pour la couche de finition, soit par l'ajout de marbre blanc, comme ici, soit simplement avec un granulat plus pur ou une abondance de chaux par rapport au granulat, donc toujours un matériau de meilleure qualité que la couche de préparation. Donc là, forcément, c'était une sorte de généralisation, une simplification, mais en fait, lorsque l'on se penche sur les enduits en Gaule romaine, la première chose que l'on voit, c'est une vraie diversité. Et cette diversité, elle peut être à la fois source de confusion ou un révélateur des techniques, des ateliers et de leur diffusion. Alors, tout d'abord, il faut vraiment insister sur cette diversité. Cette diversité, elle a plusieurs raisons et elle apparaît à différentes échelles. Alors, la première échelle, c'est à l'échelle de la province, de la région, et ça concerne les matières premières. En fait, ici, ce que vous avez, c'est une carte géologique de la France. Et vous voyez bien qu'il y a plein de couleurs différentes, et ça, c'est simplement qu'on a plein d'environnements géologiques différents, et forcément, on n'aura pas du tout les mêmes matières premières ici en Bretagne, dans le massif armoricain, que dans le bassin parisien ici, où là, on a beaucoup de roches calcaires et de formations sableuses assez pures, alors qu'ici, on a plutôt des granites, des roches métamorphiques, etc. Mais bon, cette diversité des matières premières, elle peut aussi intervenir à l'échelle d'une ville, si on a plusieurs circuits d'approvisionnement qui évoluent avec le temps, ou à l'échelle du chantier, si selon les financements, on ne pourra pas forcément avoir accès à toutes les matières premières qui nous intéressent. Il y a aussi la question de la diversité des destinations architecturales, c'est-à-dire qu'en fait, les enduits au sein d'un même édifice vont évoluer, alors parfois entre le haut et le bas de la paroi, là c'est ce qu'on a sur cet exemple de Fréjus, avec un support différent en partie basse et en partie haute. Mais généralement, on a aussi des distinctions pour la même pièce entre les enduits au mur et celui qui est au plafond, entre les espaces à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur, et pour les espaces à l'intérieur, entre les espaces un peu communs et puis ceux qui sont vraiment liés à de l'apparat, où on aura les plus belles peintures, c'est là où généralement on aura les plus beaux enduits. Et puis bien sûr, il y a la diversité liée à l'exécution.
elle-même. Et pour exemple, je prendrai celui de la Domus de la Fontaine-Notte à Grand. Donc, bon, les peintures ont été étudiées par l'équipe de Magali Mondi. Donc on est au nord-est de la Gaule. Et en fait, là, vous avez une partie, ce ne sont pas tous les échantillons, vous avez une partie des échantillons. Bon, déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup d'échantillons. Donc ça, c'est un des principes de base qu'on essaye de mettre en place maintenant. Donc beaucoup d'échantillons pour cette Domus. Et en fait, ce schéma un peu simplificateur, avec simplement donc, des mortiers, là c'est pour les mortiers de chaux, sable avec un petit peu d'argile, là les mortiers de chaux et sable. En fait, lorsqu'on le regarde, on a l'impression que quasiment tous les enduits ont été faits de la même façon. Et effectivement, on a une technique qui a été choisie pour la réalisation du décor de cette Domus, mais lorsqu'on le regarde plus précisément, donc on s'aperçoit qu'on peut vraiment distinguer des supports entre eux, et donc on a ce support ici qu'on va appeler le support vert, qui apparaît dans la pièce 9. Mais dans cette pièce 9, on a aussi tout cet ensemble d'échantillons qui correspond à, on va dire, le support Bordeaux. Ce support Bordeaux, on va le retrouver dans la pièce 8. Mais dans cette pièce, on va aussi retrouver ce support bleu, qui correspond à ces deux échantillons. Support qu'on va retrouver dans la pièce 7. Dans la 6, on va avoir cet ensemble-là. Et ailleurs, si on regarde, on a encore quelques autres ensembles. Donc en fait, on s'aperçoit que pour une même recette, une même technique, on a eu en fait des variations dans l'exécution. Parfois, on a une couche en moins, parfois on a des épaisseurs qui changent, parfois c'est le mortier lui-même qui change. Et en fait, ça, donc déjà, ça montre qu'il y a une certaine diversité dans l'exécution, mais en plus, ce qui est relativement intéressant, c'est que ça nous permet de suivre l'évolution du chantier. Et on peut imaginer, par exemple, si le chantier de décoration a commencé au niveau de la pièce 9, qu'il y a eu finalement une translation de l'équipe, comme ça, vers l'est, dans la réalisation du décor. Alors, lorsqu'on regarde la même chose à l'échelle d'une ville, forcément, ça complexifie vraiment les données. Et là, au niveau de Metz, alors pareil, c'est un échantillon de ce qu'on a pu étudier, mais de suite, ce que l'on voit, même malgré ces schémas un peu simplificateurs, on voit qu'on a une grande diversité dans les enduits. Donc ça nous a malheureusement empêché de retrouver les ateliers, leurs pattes et leur circulation. Bien que certaines techniques forcément se ressemblent. Par exemple, entre cet échantillon-là et celui-ci, on a globalement le même type de stratification des différentes couches de mortier. Maintenant, lorsque l'on regarde en détail, on s'aperçoit qu'on a une certaine variété dans les matières premières, ce qui rajoute encore plus en complexité lorsque l'on veut comparer les différents échantillons entre eux. Mais un autre point que l'on peut voir ici, c'est notamment cet échantillon-là, qui s'éloigne complètement des autres. Et en fait, il s'agit d'une couche assez épaisse de chaux, avec quasiment aucun granulat à l'intérieur. Et en fait, ce type de matériau nous renvoie ici à une technique de préparation de peinture pour des plafonds. Donc, vous avez ici les empreintes de lattes de bois et ce matériau riche en chaux et pauvre en granulats. En fait, ce qui est relativement intéressant, alors c'est peut-être lié à notre corpus actuel, mais on s'aperçoit que cette technique de réalisation de décors de plafond est pour le moment réduite aux cités des Leucs et des Médiomatriques, ici au nord-est de la Gaule. Alors qu'ailleurs, on a effectivement des changements dans la façon de préparer les enduits de plafond, avec soit des épaisseurs moindres, soit un nombre de couches réduit, soit l'utilisation parfois de mortiers de terre. Donc tout ça, ça nous engage à essayer de rechercher des particularismes qui pourraient nous aider à identifier des zones intéressantes, voire des techniques propres à des ateliers. Alors là, c'est juste un exemple. Généralement, on retrouve des fragments d'anciens enduits qui se retrouvent un petit peu en pollution dans les matériaux. Alors ici, vous avez des fragments d'enduit riches en marbre qui pourraient servir éventuellement de substitut au marbre broyé. Et ici, vous avez un fragment d'enduit de tuileau qui se retrouve mêlé à d'autres, du vrai tuileau, de la vraie terre cuite. Mais bon, il s'agit à chaque fois de quelques éléments, donc on est plutôt dans de la pollution. Sauf sur cet exemple de la Domus sous la basilique de Tongres.
où vous avez, pour ces deux matériaux, ici, cette couche ici et cette couche-là, une utilisation de granulats composés exclusivement de fragments de mortier de tuileaux. Il n'y a pas un seul vrai fragment de terre cuite, tout provient du broyage d'un ancien mortier de tuileaux. Lorsque l'on regarde à l'échelle des supports de la basilique, on s'aperçoit que ça ne concerne que 2 échantillons et une campagne de décoration. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'on sait, puisque c'est une pratique qui est vraiment très singulière, on sait que si on va retrouver ce type de matériaux sur d'autres chantiers de la ville de Tongres, là, on pourra probablement identifier le même atelier que celui qui est intervenu ici. Donc en conclusion, je dirais que la recherche sur les techniques de réalisation des supports de peinture à une échelle locale est une recherche, alors comme on dit en français, semée d'embûches, c'est-à-dire qu'on va rencontrer beaucoup de difficultés. Première raison, c'est parce qu'on a un patrimoine technique qui est commun au monde antique, c'est-à-dire qu'un peu dans toute la Méditerranée, on a globalement le même patrimoine technique, les mêmes traditions pour réaliser un enduit. Et donc le problème, c'est que ça nivelle un petit peu tout ce qu'on va pouvoir observer. En revanche, on a aussi une diversité des supports qui est donc liée à plusieurs causes qu'on a pu voir, mais qui a toujours un même résultat, à savoir que ça va complexifier nos données, et donc on aura du mal, selon la précision de nos observations, à identifier ce qui est réellement lié à une technique et ce qui peut être simplement lié à des aléas. Donc la conclusion, c'est que les habitudes techniques régionales, locales ou d'atelier restent à être mieux définies, mais surtout il faut vraiment les définir en tant que telles, c'est-à-dire qu'il faut voir si les variations qu'on veut observer sont liées à celles d'un atelier, ou si elles sont liées à un contexte local, ou si elles procèdent simplement de mode régional. Il faut toujours essayer de faire distinction de l'échelle de ces habitudes techniques. Et avec, à terme, en chronologie, là, en ligne de mire, la chronologie, aspect que j'ai un peu développé dans cette communication, parce que justement, il nous manque encore les références pour pouvoir vraiment réfléchir en termes d'évolution chronologique. Voilà, je vous remercie.